qu'une des raisons pour lesquelles on peut vivre un autre confinement plus tard, c'est tout simplement s'il y a un accident nucléaire, parce qu'en fait, il y a des particules radioactives qui flottent dans l'atmosphère. On va nous demander gentiment de prendre des précautions et donc de rester chez nous. Chaque mois, Zone Critique invite un écrivain. Et ce soir, c'est ton tour, Emmanuel. Tu es écrivain géographe. Je ne sais pas si c'est l'expression la plus Ça me dérange pas. Ça me dérange. On va en parler. Tu es l'auteur d'une dizaine de livres, romans, récits, essais, parmi lesquels La ligne de glace, en 2014, qui a été finaliste du prix Goncourt, Sur la route du Danube, prix Nicolas Bouilly en 2019, Sabre, prix des Deux Magots 2021, et Les Méditerranéennes, prix du roman historique 2022. Et donc dans ton dernier livre, Malville, tu nous emmènes sur les bords du Rhône, un fleuve que tu décris, tu le rends vivant par ton écriture, et tu installes ton récit dans l'ombre de Super Phénix, la centrale de Malville. Et puis tu nous décris dans un récit alterné, tout d'abord l'apprentissage, l'enfance, puis l'adolescence d'un jeune garçon qui vit dans les environs de cette centrale. Et ce récit alterne avec un autre récit qui est celui du monde d'après. Du monde d'après la catastrophe nucléaire de 2036 qui a lieu sur le site de cette centrale de Malville. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ton roman pour plusieurs raisons, mais l'une d'elles que j'aimerais qu'on aborde, c'est que tu décris à la fois en fait, l'impact du nucléaire sur les êtres, c'est-à-dire sur leur santé, mais aussi sur leur santé mentale, peut-être qu'on pourrait y revenir. Et en même temps, tu nous montres la fascination de ce jeune garçon pour cette centrale fascinante, monstrueuse, qui autour de laquelle gravite finalement toute la vie sociale des environs. Et peut-être pour introduire cette rencontre, j'aimerais lire un passage de la page 93 de ton roman, qui dit ceci. Elle est énorme, elle est très haute. Elle est fascinante et monstrueuse. C'est une immense fusée de béton gris, flanquée d'arcs-boutons jaunes, qui s'adosse à des bâtiments blancs. Tout autour de la coupole centrale, le cœur du réacteur, me dit Thomas, se distribuent les 4 volcans de béton de ces cheminées crachant dans le ciel leur fumée blanchâtre. Mon père m'apprendra plus tard que ce ne sont pas des cheminées, mais des tours aéro-réfrigérantes, et qu'elles ne crachent pas de la fumée, mais de la vapeur d'eau. Elle est si proche qu'on croirait l'entendre vibrer. Elle est si moche qu'elle agresse l'œil et défigure le paysage. On croirait qu'elle émane d'une autre galaxie et qu'elle vient d'atterrir dans la vallée. On se demande qui a pu avoir l'idée de planter dans l'un des plus beaux paysages du monde, le fleuve allé avec la montagne, ce grand chaudron jaune et gris, entouré de volcans cracheurs de nuages, de pylônes, de barbelés, de casemates, de préfabriqués et de tout un tas de routes et d'infrastructures compliquées. Et je pense qu'on sent bien finalement la manière dont tu opposes ces deux motifs dans ton roman, celui du fleuve, le Rhône, et la centrale, donc perçus tous deux à travers les yeux fascinés de ce jeune garçon, Samuel. Et peut-être pour commencer cette rencontre, cher Emmanuel, tu pourrais nous présenter Samuel. Qui est ce garçon qui est le personnage principal de ton roman ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci Sébastien pour cette présentation et pour cette lecture. Samuel, c'est mon alter ego en fait. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai inventé ce personnage puisqu'il apparaît pour la première fois en 2014 dans La ligne des glaces et qu'il est qui revient dans mes romans régulièrement, notamment dans Sabre et dans Les Méditerranéennes, puisque ce livre avec Sabre et Les Méditerranéennes forme une sorte de trilogie française. Sauf que cette fois-ci, on est vraiment dans l'enfance de Samuel, alors que les 2 livres précédents s'intéressaient pour le premier à la branche paternelle de sa famille et pour le deuxième à la branche maternelle. Et là, on va suivre Samuel enfant, en fait. Alors, on le découvre au début du livre, on est en 2036.
On le découvre plutôt un petit peu plus âgé, puisqu'il a une cinquantaine d'années, et il est confiné dans sa cave suite à cet accident nucléaire. Mais il va se remémorer son enfance. Et on comprend très vite que le livre, qui commence un peu comme un roman d'anticipation, est en réalité davantage un roman d'apprentissage. Et donc on va suivre Samuel dans les années 80-90, en gros de 86, puisque le premier chapitre ça va être la catastrophe de Tchernobyl en 86, jusqu'à 97. C'est la fermeture de la centrale, de cette fameuse centrale de Malville, qu'on appelait Cray-Malville, vous en rappelez peut-être, qu'on a appelé aussi Super Phoenix, c'était son surnom. Et alors Samuel, c'est un enfant qui adore les champignons. Ça joue un petit rôle dans le livre. Il a une espèce de fascination pour les champignons, et plus particulièrement les lichens. Et il grandit dans une cité EDF, comme tous ses camarades, puisque en fait, il grandit vraiment dans un cercle d'enfants qui sont tous des enfants d'agents EDF. Et il essaye d'échapper en fait à cette cité EDF. Et puis il est fasciné par cette fameuse centrale. Là, le passage que tu as lu, c'est la première fois qu'il voit la centrale. Et on est à la fin de la première partie du livre. Jusque-là, il n'a pas vu la centrale, il l'a fantasmée, puisqu'en fait, il sait de cette centrale qu'une seule chose, c'est que son père y travaille. Et son père travaille dans cette centrale, ça le fascine, mais il n'a pas très bien compris ce que c'était qu'une centrale en fait. Entre en gros 6 et 10 ans, il ne sait pas très bien ce que c'est qu'une centrale. Il pense que il comprend que c'est quelque chose d'assez secret, parce qu'il voit qu'elle n'est pas nommée sur les cartes, parce que son père lui montre des cartes IGN, des cartes d'état-major. Il voit qu'elle n'est pas nommée. Il sait que c'est quelque chose de très important, parce que c'est un mot qui revient tout le temps dans les paroles du père, et pas seulement du père. À un moment, je dis que c'était le nombril de notre monde. C'est vrai que tout tourne autour de cette centrale, ou prétendument grâce à cette centrale, parce qu'en réalité cette centrale ne fonctionne pas très bien, et donc il n'y a rien qui ne tourne grâce à elle en réalité. Et il voit aussi que c'est une centrale à qui il arrive des petits problèmes, puisque c'est une centrale qui a des fuites en permanence. Et donc voilà, on le suit dans toute la première partie. Il va essayer de s'approcher de cette centrale, et cette centrale, elle se trouve au bord du Rhône. Donc qui dit s'approcher de cette centrale, dit s'approcher du Rhône. Or le Rhône est un fleuve dangereux, particulièrement là-bas. Et donc à force de vouloir s'en approcher, Samuel va prendre des risques. Exactement. Et effectivement, c'est toute la première partie de ton récit où on découvre finalement la place qu'occupe cette centrale dans l'univers psychique de cet enfant, des habitants aussi. Tu disais la centrale est le centre et le nombril du monde, et tu décris ça comme ça. Moi, j'entendais la centrale, là avec en majuscule, avec article et C majuscule, comme s'il n'y en avait qu'une seule au monde, comme si c'était le nombril du monde. Et de fait, c'était le nombril de notre monde. Tout tournait autour de la centrale. Tout tournait grâce à la centrale. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur précisément cette importance psychique, mentale et aussi sociale que la centrale occupe dans cet espace, puisqu'il y a même une hiérarchie sociale qui s'organise autour de cette centrale? C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de régions de France, en fait. Il y a, comme vous savez, pas mal de centrales nucléaires en France. Et elles organisent autour d'elles, en fait, à la fois un bassin d'emploi, et en même temps, elles organisent le paysage. C'est quelque chose qui n'est pas anodin dans le paysage. C'est pour ça qu'on a choisi de la mettre sur la couverture, sur la jaquette. Moi, l'idée de ce livre, je l'ai eu en remontant la Loire à vélo, et à force de voir toujours ce même paysage, donc de ces panaches de vapeur qui surgissent de ces grandes tours qu'on appelle des aéroréfrigérants, au bord d'un fleuve, d'un très beau fleuve, en l'occurrence la Loire, mais le Rhône aussi c'est très beau, dans un paysage très, très bucolique. À un moment, je dis que c'était
le blason du canton, les armoiries du nucléaire. C'est quelque chose qui fait partie maintenant du paysage de la France. Et c'est ça que j'ai voulu décrire aussi dans ce livre. Ce paysage de la France périphérique et d'une France qui est nucléarisée. Alors c'est vrai que même si ça n'a pas forcément un très grand rôle dans le livre, mais ça organise autour d'elle en fait à la fois une hiérarchie sociale, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs statuts. Donc le père de Samuel, il travaille dans la centrale, mais il n'est pas tout en bas de la hiérarchie sociale. C'est un technicien de radioprotection. Tout en bas dans la hiérarchie sociale, il y a ceux c'est ceux qui prennent les doses en fait. Donc ce sont ceux qui descendent dans les réacteurs des centrales dans des temps très brefs, avec ce qu'on appelle la tenue Mururoa, et qui prennent des doses. Qui sont parfois irradiés et qui se retrouvent, qui sont souvent des sous-traitants en fait du nucléaire. Et puis après bon, il y a forcément comme partout les contremaîtres et puis les cadres, mais surtout Samuel il grandit dans cette cité EDF. Ça organise il y a aux côtés des centrales nucléaires des cités EDF. Et ça c'était pas une centrale, c'était une centrale un peu différente des autres. Superphénix c'est une centrale qui est différente de beaucoup de centrales pour plein de raisons, parce que non seulement elle fonctionnait au plutonium, c'était un surgénérateur. Et par ailleurs, elle était. Qu'est-ce que c'est surgénérateur Un surgénérateur, c'est une centrale qui peut fonctionner au plutonium et qui peut utiliser en fait des matériaux qui ont déjà été qu'elle va réutiliser en fait. C'était l'idée de construire des centrales avec avec un combustible qui avait déjà été utilisé. Et ce qui n'empêche pas de faire des déchets, ça fait quand même des déchets nucléaires. Mais c'était et le plutonium, c'est un petit peu plus compliqué que l'uranium parce qu'en fait, ça nécessite un refroidissement au sodium liquide qui est assez dangereux, puisque le sodium, ça s'enflamme au contact de l'air et ça explose au contact de l'eau. Donc c'est vraiment assez dangereux. D'ailleurs, elle n'est pas complètement démantelée, c'est une centrale qui va être démantelée en 1997. Mais en fait, pendant toute son existence, qui a finalement été assez courte de cette centrale, puisque c'est une centrale, voilà, c'est une centrale qui est couplée en fait, qui va commencer à être construite dans les années 70, qui est couplée au réseau électrique en 1986, seulement un mois après la catastrophe de Tchernobyl, donc c'est un très mauvais timing. Elle sera arrêtée en 1997, donc c'est assez bref en fait comme existence. Elle va être arrêtée en 1997 après une série d'arrêts, de fuites, il y a même un moment où la salle des machines va s'écrouler. Alors en 1990 sous le poids de la neige, sous le poids d'un mètre 20 de neige, ça s'est vraiment produit. Donc en fait, elle ne cessait d'avoir des problèmes. Cette centrale, elle aura consommé plus d'électricité qu'elle n'en avait produit. C'était un peu le Flamanville de l'époque, en fait. Flamanville, vous savez que ça nous coûte beaucoup plus cher que ce qui était prévu et que ça ne fonctionne toujours pas. Eh bien, c'était un peu le Flamanville. Et d'ailleurs, ce que tu décris, c'est qu'effectivement, cette centrale, elle commence par produire de l'électricité, puis elle est transformée en incinérateur, puis démantelée. Ouais. Et en fait, ça fait que la vie du père de Samuel, notamment, devient un peu absurde, parce qu'en fait, il passe une partie de sa vie à construire quelque chose dans laquelle il travaille, qu'il va passer la deuxième partie de sa vie à démanteler. C'est un peu ce que tu montres aussi, la manière dont cette centrale rend l'existence des gens qui travaillent pour elle un peu absurde au fond. Il y avait quelque chose de sisyphéen en fait, parce que c'est vrai que j'ai repensé à une phrase d'Albert Camus dans Le Mythe de Sisyphe, dans laquelle il dit il faut imaginer Sisyphe heureux. Et moi, je dis à un moment dans le livre, j'aurais aimé pouvoir imaginer mon père heureux, parce qu'en fait, c'est vrai que le fait qu'il travaille dans cette centrale, en fait, il a travaillé à la construction de la centrale, il a travaillé ensuite toute sa vie à la centrale. Et ensuite, quand elle a été fermée en 1997, on lui a proposé de travailler au démantèlement de la centrale. Et je me suis dit que ça, c'était... Et donc, il a fait une dépression et tout ça. Et je me suis dit qu'en effet, ça devait être quand même particulièrement dur
de devoir travailler à démanteler votre lieu de travail, en fait. Qui est presque plus qu'un lieu de travail, d'ailleurs. Oui, qui était un lieu de vie, quasiment. Hein. C'était un lieu de vie, en fait, en réalité. En plus, mon père était syndicaliste, donc il y passait énormément de temps. Et c'est vrai que ça a été... et aussi, ça avait des répercussions, en fait, sur... C'est pas que... je parle de la dépression du père, en fait, elle est simplement... elle est... aussi une allégorie de la dépression de l'ensemble de cette région, parce qu'en fait la région aussi va déprimer, parce qu'il y a en fait une désindustrialisation. En fait, cette région vivait d'une certaine manière grâce à la manne du nucléaire, parce qu'elle percevait des aides de l'État, des collectivités locales, qui étaient liées à l'acceptation du nucléaire. À partir du moment où le nucléaire partait, en fait, enfin s'arrêtait, et bien toutes ces aides, elles, en fait, partaient avec. Et donc ça entraînait à la fois une désindustrialisation et une dépression, en fait, de la région. Et ce qui est vraiment très très beau dans ton livre, c'est que on sent que même avant le démantèlement, le père a un travail très, très harassant, en fait. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler à n'importe quel moment, il a un petit beeper. Oui, il a un beeper. 10 minutes, il doit être ça joue un rôle assez important. Ouais. C'est pas un beeper qui explose. Hein. C'était avant c'était avant notre monde fabuleux. Non, mais il avait ce beeper en permanence. Hein, il travaillait pas pour le Hezbollah. Mais c'est vrai que ça avait un petit rôle, parce qu'avant on n'avait pas les téléphones portables. Et donc vous avez eu ces premiers travailleurs qu'on a mis sur beeper, parce qu'en fait ils pouvaient être appelés à n'importe quel moment. En fait, il y avait des astreintes, et puis notamment le soir de Tchernobyl. Alors ça c'est véridique. Le soir de Tchernobyl, il y avait un plan d'intervention d'urgence qui n'avait rien à voir avec Tchernobyl. C'est vraiment un peu l'ironie du sort, c'est que ce soir-là, à Superphénix, il y a eu un plan d'intervention d'urgence. Et donc, après le moment où a été annoncée la catastrophe de Tchernobyl, mon père a dû partir en vitesse à la centrale pour ce plan d'intervention d'urgence, qui avait été programmé d'avance. Hein, c'était pas lié à la catastrophe de Tchernobyl, dont on savait pas encore grand-chose à ce moment-là. Et donc, régulièrement, oui, il pouvait biper et devoir se rendre à la centrale. Il avait un temps assez réduit pour s'y rendre. Et tout ça est perçu par le regard fasciné de Samuel, qui ne sait pas exactement où. Enfin, il sait que son père sera à la centrale, mais il ne sait pas trop pourquoi comme il ne sait pas ce que c'est, voilà. Il se dit que c'est peut-être une base. Il se dit que c'est peut-être une base secrète, que c'est peut-être une radio secrète aussi. Donc il fantasme le métier de son père. Il se dit que son père est soit un agent secret, soit un militaire. Exactement. Et donc il y a une fascination autour de la centrale, et il y a notamment ce passage, c'est peut-être secondaire dans ton roman. Je crois qu'il fait un stage, et là il voit ce bleu très intense. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette couleur, sur l'effet en fait qui aboutit à cette couleur-là, et qui provoque cette fascination intense du personnage de Samuel, en fait. Oui, alors des fois on dit que c'est la couleur du nucléaire. Dans les centrales nucléaires, vous avez des piscines de retraitement, en fait, des déchets nucléaires. Et ces piscines de retraitement des déchets nucléaires émettent une couleur d'un bleu très intense. Et ce serait les particules radioactives, hein, tout simplement, qui provoquent cette couleur bleue. C'est vrai que moi je l'ai vu. En fait, ce qui était assez fou, je ne crois pas que ça se ferait encore aujourd'hui, c'est que j'ai visité cette centrale en sortie scolaire. On a fait une sortie scolaire à la centrale, en fait, quand j'étais, je ne sais plus, en troisième ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait aussi mon stage de troisième à la centrale nucléaire, où j'étais embauché à faire des photocopies essentiellement, et aussi à dessiner parce qu'il y avait un petit bonhomme qui s'appelait Spix, qui était une sorte de schtroumpf nucléaire, très sympathique, et ils avaient créé ce petit schtroumpf nucléaire qui représentait un peu Superphénix, et qui était une manière les Japonais font beaucoup ça, c'est une manière en fait de dire que
que le nucléaire c'est sympa, quoi. C'est un truc cool. Et donc c'est à destination un peu des enfants, c'est une sorte de petite propagande en fait. Et donc je dessinais les aventures de Spix. Voilà. Et je suis embauché à faire ça pendant mon stage de troisième. Donc je le raconte, enfin je le prête à Samuel, hein, parce que ce qui arrive à Samuel n'est pas véritablement, mais il y a quelques événements qui me sont arrivés que je prête à Samuel. Mais c'est ce qui est assez fascinant dans ce livre, c'est que la fascination pour le Rhône, elle arrive en même temps que la fascination pour la centrale finalement. Il y a une sorte de... c'est-à-dire que pour aller à la centrale, il faut passer par le Rhône. Voilà, exactement. Parce qu'elle est au bord du Rhône. Voilà, c'est ça, exactement. Et, mais juste avant d'aborder ce fleuve, donc tu montres bien comment, en fait, dans ce récit, la centrale a un rôle vraiment important. Et en même temps, il y a aussi, est-ce que tu acceptes l'idée, enfin, est-ce qu'il y a quand même aussi une portée politique, j'ai l'impression, dans ton roman. Et d'ailleurs, tu dis dans un entretien que pour toi, le nucléaire fonctionne comme une allégorie du fascisme dans ce récit. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette idée? Pourquoi cette allégorie? Alors en fait, au tout début, moi quand je commence à écrire le livre, mon idée très simple, c'est que donc je commence à écrire le livre pendant le confinement. Et le départ, c'est que je crois que c'est même pendant le deuxième confinement que je m'y mets vraiment. J'ai eu l'idée du livre entre les deux confinements, et je m'y mets vraiment pendant le deuxième confinement. Et j'ai eu l'idée, je vous l'ai dit, en remontant la Loire à vélo à force de voir ces paysages. Et je m'y mets pendant le deuxième confinement en me disant, j'ai envie de parler du confinement, mais je ne veux pas parler du confinement qu'on a vécu nous, je ne trouve pas ça très intéressant, où je vais pas arriver à le faire. J'ai trop le nez dans le guidon, et donc j'essaie de prendre du recul en me disant, mais peut-être que plus tard on vivra d'autres confinements pour d'autres raisons. Et je me suis dit, bah voilà, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on peut vivre un autre confinement plus tard, c'est tout simplement s'il y a un accident nucléaire, parce qu'en fait, il y a des particules radioactives qui flottent dans l'atmosphère. On va nous demander gentiment de prendre des précautions et donc de rester chez nous. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis à ce moment-là, j'avais aussi installé une cave j'avais une maison au bord que j'avais achetée sur les bords de Loire. Et il faisait très chaud l'été, notamment l'été 2019 a été particulièrement chaud. Et la Loire a été très très basse. Et j'avais aménagé ma cave comme un bureau. En fait, comme j'avais pas la climatisation chez moi, je me suis dit je vais aller travailler dans la cave. Donc j'aimais bien travailler dans la cave. Et donc ça m'a donné un peu des idées, puisque Samuel il se retrouve confiné dans une cave. Donc je me disais peut-être que je me retrouverai un jour confiné dans une cave. Puis ça a fait aussi écho à un livre auquel ce livre fait écho, qui est le livre de Robert Merle, Maleville, qui s'écrit Malevil, et qui commence aussi dans une cave par il y a des délibérations municipales suite à des élections. Les personnages sont dans la cave, ils boivent un petit coup, quelques verres de rouge, et là il y a un grand boom, et c'est une explosion nucléaire, et donc ils vont se retrouver confinés pendant tout le début du livre. Ça a donné un film assez célèbre. Et ça c'était mon idée de départ. Mais sauf qu'en fait, au fur et à mesure que j'écrivais le livre, j'ai fait aussi des lectures. J'ai lu beaucoup Günther Anders, qui est un auteur très important, qui a beaucoup pensé la question du nucléaire, l'auteur notamment de Hiroshima et partout. Et puis je lisais aussi Vie et destin de Vassili Grossman, et je suis tombé sur une phrase dans Vie et destin de Vassili Grossman, dans laquelle il dit: il y a une ressemblance hideuse entre les principes de la physique moderne et les principes du fascisme. Et Sturm, qui est le personnage principal de Vie et destin, est un physicien nucléaire, de même que l'a été Vassili Grossman. Et je me suis dit, et en fait, en plus dans ce livre, dans Vie et destin, il y a des véritables réflexions sur ce que fait, parce qu'en fait, Grossman est en train d'écrire son livre donc pendant la Deuxième Guerre mondiale,
et il réfléchit à quelles peuvent être les implications pour l'être humain de la fission nucléaire. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'en fait, on vit véritablement dans l'âge atomique. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, il y a une exposition dont le vernissage commence demain au Musée d'Art moderne qui s'appelle l'âge atomique. On vit pleinement dans l'âge atomique et on ne se rend pas compte que pour les gens des années 40, ce n'était pas une évidence. Pour nous, c'est devenu une évidence. Alors, il y a des gens qui l'acceptent, il y a des gens qui le refusent. Bon, on va dire qu'en France, c'est quand même très globalement accepté. Sauf que dans les années 40, pour les gens, c'est quelque chose, c'est un nouveau paradigme en fait. Et Vassili Grossman, en gros, il nous dit, à partir du moment où on peut fissurer des atomes, tout va changer. C'est pas seulement la physique qui va changer, c'est la métaphysique en fait. C'est notre rapport au monde qui va changer. Le simple fait qu'on puisse fracturer, fissurer des atomes, ça va avoir des conséquences énormes. Et moi, je crois que c'est vrai. Je pense que Einstein le pensait aussi. On sait qu'il s'est battu toute sa vie pour que le nucléaire ne soit pas utilisé à des fins militaires. On sait que ça a été le grand dilemme de Oppenheimer. Je vous renvoie au film sur Oppenheimer. Et donc, tous les gens de cette époque, tous les intellectuels qui s'y connaissent en physique, voire qui sont physiciens eux-mêmes, se posent véritablement des questions à ce moment-là. Et autre chose que j'avais trouvé assez frappant, c'est que si vous lisez les discours des prix Nobel de littérature, à un moment je m'étais amusé à lire les discours des prix Nobel de littérature, dans les années 50, 60, fin des années 40, années 50, années 60, ils ont tous un laïus à un moment donné dans leur discours contre le nucléaire. C'était devenu parce qu'en fait, il y avait eu Hiroshima et Nagasaki, ça avait ébranlé les consciences et les gens se disaient plus jamais ça. Plus jamais ça. Sauf que, comme vous le savez, dans les années 70, il y a eu le début de l'aventure du nucléaire civil. Et ça a changé, ça a transformé les choses. Beaucoup de gens aussi se sont dit plus jamais ça. On parlera peut-être tout à l'heure de la bataille de Malville qui a été importante. Mais il y a eu finalement une acceptation avec la construction des centrales nucléaires. Puis il y a eu les accidents nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima. Et de nouveau, il y a des personnes qui se sont dit plus jamais ça. Au point que, par exemple, en Allemagne, on a arrêté totalement l'aventure nucléaire. Au Japon, elle a été suspendue pendant un moment pour repartir ensuite. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est le fait que les populations qui sont directement concernées, c'est-à-dire celles qui vivent là où il y a des centrales nucléaires, elles ne sont pas consultées. Elles ne sont jamais consultées. Et donc, on leur impose le nucléaire sans leur demander leur avis. Et par ailleurs, j'ai fait une petite recherche que j'ai faite récemment sur de corrélation entre parce que ce qui me frappait il y a quelque chose qui m'a frappé en fait dans mon enfance, c'est que je vivais donc dans cette région nucléarisée et le Front National avait des succès très rapides. C'est-à-dire qu'en fait, dès le milieu des années 80, le Front National est assez fort. Aujourd'hui, on en est à 60%. 60% au premier tour. Je me suis amusé à faire une petite recherche et j'ai cherché sur toutes les communes où sont implantées des centrales nucléaires en France, quels étaient les scores du Front National aux dernières élections, aux législatives, et on est partout au-dessus de 50%. Donc selon moi, il y a une petite corrélation, et cette petite corrélation, elle vient du fait qu'aujourd'hui, les plus pro-nucléaires de nos politiques sont les plus à droite de l'échiquier. Il y a encore un peu les communistes qui ont gardé un peu ce rapport au progrès, et donc qui ne veulent pas totalement abandonner le nucléaire.
Mais si on regarde le programme des écologistes, enfin de ce qui a constitué d'ailleurs c'était une des discussions au sein du Front populaire, du nouveau Front populaire, mais si on regarde quel est le positionnement des insoumis, des écologistes ou du Parti socialiste sur le nucléaire, c'est une grande défiance en réalité. Et plus on va à droite, plus il y a un appui, au point que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des débats à chaque fois qu'il y avait un débat, à chaque fois que Bardella se retrouvait en débat face à quelqu'un du camp présidentiel, il lui parlait de l'abandon de Astrid, qui est la centrale qui explose en fait dans mon livre, puisque j'imagine qu'en fait on a construit une nouvelle centrale à la place de Superphénix à la fin des années 2020, que cette centrale s'appelle Astrid et qu'elle explose en 2036. Suite à un accident, on ne sait pas si c'était un acte de malveillance ou du terrorisme. Et donc, comme je vous disais, à chaque fois que Bardella se retrouvait face à, il l'a dit face à Attal, il l'a dit aussi face à la candidate aux européennes dont j'ai oublié le nom, à la tête de liste, que les macronistes étaient les fossoyeurs du nucléaire, ce qui est complètement faux, puisque le président Macron a eu ce projet de construire 12 nouvelles centrales nucléaires, dont on ne sait pas vraiment quand elles verront le jour et on ne sait pas vraiment comment ça va être possible quand on voit qu'on n'arrive pas véritablement à faire fonctionner Flamanville. Donc c'est pas disons que ma prise de conscience elle est allée de la sorte. J'ai réalisé progressivement qu'il y a aussi quelque chose autour du nucléaire, que tous on va dire les pays très très pro-nucléaires sont rarement des grandes démocraties. Si on regarde la Corée du Nord, la Chine, la Russie, l'Iran, ça ne fait pas très envie. La France étant un peu une exception, puisqu'on est encore dans une démocratie. Peut-être, on ne sait pas trop, c'est en train de tourner un peu à l'aigre, mais jusque-là, disons, on était encore en démocratie avec ce nucléaire très fort. Mais je pense que ça nécessite quand même de se poser quelques questions autour de ça. C'est très intéressant parce que finalement, c'est évidemment des débats qui échappent au jeune Samuel, qui lui regarde avec ses yeux fascinés la centrale. Et précisément à ce motif de la centrale nucléaire, allégorie du fascisme, en fait, tu opposes la nature. En tous les cas, l'autre motif important, un des autres motifs importants de ton récit, c'est la nature et c'est le Rhône. Donc c'est vraiment ce motif du fleuve. Donc voilà, motif miroir, antagoniste à celui de la centrale, que tu décris, pardon pour le micro, vraiment comme une entité vivante. D'ailleurs, tu dis à un moment au début du récit que Samuel s'étonne que la forme d'un fleuve change plus vite que celle d'un département. Donc tu le décris de différentes manières. Et la première apparition du fleuve, ou en tout cas la première fois qu'on appréhende le Rhône, il est décrit comme un fleuve assez dangereux, traître et perfide, disent d'ailleurs les habitants qui vivent dans les environs. Est-ce que tu pourrais revenir déjà sur ce fleuve ? Pourquoi avoir choisi de l'écrire ? Qu'est-ce qui te fascine dans ce fleuve ? Et puis au fond, quelle est la relation que Samuel entretient avec lui ? Moi, j'ai une grande passion pour les fleuves. J'ai remonté le Danube à vélo, donc je suis allé d'Odessa, qui se trouve pas très loin des Bouches du Danube, jusqu'à Strasbourg, qui se trouve pas très loin de la source du Danube. Et j'en ai fait un livre qui s'intitule « Sur la route du Danube ». J'ai vécu toujours auprès de fleuves. Déjà, je suis né à Lyon, qui est quand même la ville de 2 fleuves. Vous savez qu'à Lyon, on a 2 fleuves, la confluence. Ça a joué un rôle important. Les Lyonnais sont très fiers de cette position qui est assez rare en France, de confluence, même en Europe et dans le monde. Et ensuite, j'ai toujours, moi, vécu au bord de fleuves. J'ai vécu au bord du Mississippi, à Saint-Louis. J'ai vécu au bord de la Daugava, qui est un fleuve de Lettonie, donc à Riga. J'ai vécu au bord du Dniepr, à Kiev. Je me suis baigné plusieurs fois dans le Dniepr, à Kiev, même récemment, l'an dernier.
j'ai vécu au bord de la Seine, à l'île Saint-Denis, et puis au bord de la Loire, où j'avais acheté cette maison, où j'ai vécu pas mal de temps. Aujourd'hui, j'ai choisi la mer, la Méditerranée, qui est un grand fleuve. Et j'ai besoin vraiment de l'eau. En fait, c'est un élément très très important dans ma vie. J'ai besoin de l'eau, peut-être comme une source d'apaisement, Oui, de c'est un pouvoir de méditation. guérison. Et sans Ouais, dévoiler la toute fin de ton récit, il y a une phrase à la fin où tu dis j'espère que le fleuve effacera la douleur du confinement. Donc, quel est ce pouvoir de guérison du fleuve en fait, et du Rhône? Je crois que les fleuves ont un pouvoir de guérison. La preuve, c'est toutes les civilisations et toutes les religions qui leur ont prêté ce pouvoir. Je pense évidemment au fleuve d'Inde, c'est peut-être les premiers auxquels on pense, et au Gange évidemment, sur les bords duquel j'aimerais un jour me rendre. Je n'en ai jamais eu la chance, mais j'aimerais beaucoup aller à Bénarès, où évidemment les gens se guérissent dans le fleuve. J'avais lu ce très beau livre de Lanza del Vasto, qui était d'ailleurs un militant antinucléaire, puisqu'il était allé à Malville en 1976, il était à la bataille de Malville, et il s'est battu contre Malville, Lanza del Vasto, et il a remonté, lui, le Gange jusqu'aux sources, dans un militant pacifiste, très inspiré par le bouddhisme, et qui était remonté, et par l'hindouisme, et qui était remonté jusqu'aux sources du Gange, dans un très beau livre qui s'appelle Le pèlerinage aux sources. Et j'ai toujours pensé en effet qu'il suffit de se baigner dans un fleuve pour renaître, en fait, d'une certaine manière. Et que c'est une espèce de renaissance, de même que j'ai l'impression de renaître à chaque fois que je me baignais dans la mer, à Toulon. J'habite vraiment tout près de la mer. Donc je voulais parler de ça, et je voulais parler. Il s'avère aussi que quand on a grandi au bord des fleuves, comme c'était mon cas, entre l'âge de 2 ans et l'âge de 17 ans, puisque j'ai grandi vraiment dans une très grande proximité avec le fleuve, on a des espèces de sensations, en fait, qui sont indélébiles, et je voulais retranscrire ces sensations. Alors c'est des sensations qui ne sont pas seulement des sensations, on va dire, d'apaisement, parce que le fleuve, ça peut être aussi une menace. Je pense que dans le livre, il a vraiment ce rôle très ambivalent, parce qu'aussi, au bord de ce fleuve, il y avait ces panneaux jaunes. Le fleuve est très beau là-bas, c'est un fleuve qui est bleu turquoise, qui est puissant. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à aller sur les bords du fleuve pour dessiner, pour pédaler, pour écrire. Mais il est aussi dangereux, parce que c'est un fleuve qui a beaucoup de tourbillons, le Rhône. C'est un fleuve qui a des sables mouvants, des vases. Et c'est aussi un fleuve qui a des barrages. Et ces barrages peuvent être lâchés à tout moment, quand il y a des grandes crues, pour éviter d'inonder les grandes villes en aval, et notamment Lyon. Et moi, j'ai connu, je me souviens très bien de moments où on avait lâché les barrages, et le Rhône s'étalait véritablement dans tout son lit, prenait toute la place, et là, on avait un Rhône qui faisait 3, 4, 5 kilomètres de large, qui vraiment inondait tout, j'ai grandi avec ces images. Alors c'est vrai que quand on était enfant et qu'on se promenait, parce que ce livre il parle aussi de ça, de cette enfance qui était celle des années 80, des années 90, qui à mon avis est très différente de l'enfance telle qu'elle peut être vécue aujourd'hui, parce que je crois qu'aujourd'hui les enfants, les adolescents sont avant tout devant leurs écrans, et qu'ils sont un petit peu confinés, qu'ils ont beaucoup moins ce contact avec la nature, parce que je crois que nos parents étaient un petit peu plus insouciants, ils nous donnaient beaucoup plus de liberté. Et Samuel, plusieurs fois, ça revient un peu comme un leitmotiv dans le livre, il se retrouve face à ces panneaux jaunes, et ces panneaux jaunes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « il est dangereux de s'aventurer
près du fleuve, près du Rhône, l'eau pouvant monter à tout moment. Et il n'empêche qu'en fait, on faisait fi de ces panneaux, on s'en moquait complètement. Et nous, on allait gambader sur les bords du fleuve. Alors une fois, il m'est arrivé de me retrouver vraiment... je me suis enfoncé jusque-là, et c'est une... Pardon pour le micro. Et c'est une cousine qui m'a sorti de la vase. Et j'ai retrouvé cette sensation quelques années plus tard, pendant le confinement. Et je pense que ça a été vraiment un déclic dans l'écriture du livre, puisque je faisais mon footing sur les bords de la Loire, quand j'ai senti le sol se dérober sous mes pas, que j'ai dû me mettre à quatre pattes. Et ensuite, j'ai dû véritablement ramper pour m'en sortir, en hurlant, je crois, alors que j'étais juste en face de chez moi, de l'autre côté de la Loire. Et c'était assez pathétique. Mais j'étais victime de sable mouvant. On m'avait dit que c'était dangereux, on m'avait dit que la Loire était dangereuse, je ne l'avais jamais vérifié, j'étais allé pourtant me baigner plusieurs fois dans la Loire. Mais en fait, faire son footing vraiment au bord de la Loire, ça peut être très 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 dangereux, et j'ai cru que j'allais y passer. Et en fait, ça ravivait le souvenir de l'enfance, ça ravivait ce souvenir des 6 ans quand j'avais failli être englouti par le Rhône. Et ça a donné un déclic à l'écriture. La première partie se termine comme ça. Hein. Samuel manque d'être englouti par le Rhône. Il est sauvé par un enfant un peu plus âgé que lui, Thomas. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en train d'écrire un roman. Parce que j'ai compris que ce qui était important, c'était de retranscrire les sensations. Et pas tellement de retranscrire Je n'écrivais pas un récit autobiographique, vraiment, véritablement, ce qui m'était arrivé. Ce qui était important, c'était de retranscrire les sensations, parce que ces sensations, je pouvais les retrouver à des années d'intervalle. Et à ce sujet, est-ce que tu accepterais de nous lire un petit passage parce qu'il y a cette dangerosité, et puis cette splendeur aussi du Rhône, il y a cette ambiguïté en fait du fleuve. Et j'aimerais beaucoup que tu nous lises le passage qui commence là, jusqu'à cette expression. D'accord. Merci. Quand je repense à cette première journée de canotage sur le Rhône, c'est la lumière, d'abord, qui me revient en mémoire. Une fois dissipées les écharpes de gaz des dernières brumes matinales flottant à la surface de l'eau, le Rhône se révéla dans toute sa majesté. Un monde neuf, éclatant, silencieux. Reflétant le ciel pur de cette matinée radieuse de juin, le fleuve était bleu turquoise. Je ne m'attendais pas à une telle intensité de bleu. C'était la même nuance de bleu turquoise que dans la coupole de la chapelle des Anges à Saint-Chef, où ma mère nous avait emmenés l'autre jour, mon frère et moi, pour admirer ces belles fresques romanes en nous disant « Regardez là-haut, les enfants, c'est la Jérusalem céleste ». Et puis il y avait les reflets dorés des vaguelettes sur la coque des canoës. C'étaient de beaux canoës canadiens, d'allure fière et racée, à la poupe rouge et relevée, les canoës que les Indiens d'Amérique confectionnaient en écorce de bouleau, les canoës des westerns, capables de descendre les rivières les plus vives et d'affronter les rapides les plus périlleux. J'étais fasciné par les reflets des végétaux à la surface de l'eau, branches, racines, lianes et cascades de feuilles, descendraient en vrille autour de nous, comme si toute cette verdure était animée d'un souffle intérieur. Et voici qu'elle plongeait dans l'eau, puis se poursuivait en tremblotant, coups de pinceau distribués à l'aveuglette. Toute une aquarelle chantante, diluée à l'extrême et modulée à l'infini, se déployait sous mes yeux. Ce qui me fascinait le plus, c'était les faisceaux d'algues ondulantes à quelques millimètres de la surface, se courbant au gré du courant et caressant doucement la coque du canoë. Elles étaient blondes, étincelantes et paraissaient soyeuses, de vrais cheveux de femme. Je me disais que dans la vase gisaient les restes de toutes les inconnues, s'étant noyées. Une puissance érotique dont je ne mesurais pas encore les effets se dégageait de cette vision envoûtante. Pour la première fois de ma vie, je ressentais l'extase géographique. Merci Emmanuel. Est-ce que tu pourrais, dans la continuité de ce qu'on dit, revenir sur cette expression l'extase géographique précisément? C'est une expression que j'ai utilisée pour la première fois dans Sur la route du Danube. Donc on me la ressort maintenant assez souvent. J'ignorais. Et elle m'a interpellé.
Et donc c'est un peu un clin d'œil de ma part. Mais c'est vrai, en fait, c'est quelque chose quand même que j'ai éprouvé par moments, en fait. Mais que je continue à éprouver. Par exemple, là, j'ai passé 4 mois au Japon. J'étais en résidence pendant 4 mois au Japon. Ça a été 4 mois d'extase géographique, mais véritablement. C'est-à-dire que pendant 4 mois, mon principal objectif était de découvrir de nouveaux paysages japonais. Et j'étais mais vraiment sous un charme total qui m'était déjà arrivé, mais pas d'une façon aussi intense, et surtout ça durait dans le temps. C'est-à-dire et c'était beaucoup lié aussi à la variation en fait de ces paysages. Parce que par exemple, j'ai passé 2 mois à Jérusalem. Il y a un moment, il y a une forme d'extase, mais comme le paysage est un peu plus monotone, c'est quand même assez sec, c'est assez désertique. J'ai pas vibré comme ça pendant 2 mois. Bon, après, il y avait aussi peut-être les circonstances géopolitiques qui font que on se met tout de suite à penser à autre chose. Mais c'est quelque chose que j'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie, sans doute au bord du Rhône pour la première fois. J'ai vraiment des souvenirs très très intenses de moments partagés au bord, ou de moments de solitude au bord du Rhône. Je l'ai vécu de façon très forte au bord du Danube quand j'ai remonté le Danube à vélo. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment au sens propre de l'extase. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée qu'on sort de soi, qu'il n'y a plus de dehors et qu'il n'y a plus de dedans. C'est cette sensation, en fait, vous savez, des fois on a un peu cette sensation d'être traversé par le paysage. Comme si le paysage était à l'intérieur de nous, comme si la lumière était à l'intérieur de nous. Je pense par exemple à un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Desgrands-Champs. Il a ses paysages parfois. C'est un peintre où on voit ces personnages qui sont véritablement traversés par le paysage, par la lumière, par l'intensité des couleurs de la nature. Donc c'est ça que j'appelle l'extase géographique. Moi j'ai fait des études de géographie, mais j'ai pas fait des études de géographie parce que je sais pas, parce que j'avais envie de savoir comment la Terre fonctionne, ou ou parce que j'avais envie de savoir de connaître les arcanes de la géopolitique. Non, j'ai fait des études de géographie parce que j'étais fasciné par les cartes et par les paysages, que je pouvais passer des heures et des heures à regarder les cartes, et que je peux passer des heures et des heures à regarder le même paysage. D'ailleurs, c'est ce que je trouve assez fascinant dans ton roman, c'est qu'il y a une progression dans l'intimité que Samuel va entretenir avec la nature, parce qu'il commence par découvrir avec les cartes de son père, puis il prend un canoë. Il y a un moment où il découvre les jumelles. Et là, il découvre vraiment la richesse infinie de la variation de la nature, finalement. Oui, bien sûr. En fait, on comprend peu à peu que ce Rhône, en fait, il a une emprise sur les personnages, d'une certaine manière. Il les aimante. Et en fait, alors je vais pas spoiler la fin du livre, hein, mais tout les dirige vers un endroit qui s'appelle le défilé de Malarage, et qui existe réellement, hein, ça existe, le défilé de Malarage. Je vous invite à y aller si vous avez l'occasion. C'est pas très loin de Malville, de même que Malville existe réellement, hein, c'est un mot, c'est juste à côté. Et c'est un lieu très très beau. Et en même temps, voilà, dans la toponymie, il y a déjà toute l'ambiguïté du lieu, parce que c'est à la fois très beau, et en même temps, il y a mal, il y a rage. C'est un endroit qui peut être dangereux. Et effectivement, c'est peut-être pour... avant de laisser un peu la parole au public, j'aimerais bien simplement terminer par un dernier aspect de ton roman. C'est que précisément ce garçon-là, Samuel, fasciné par le Rhône, la centrale, et en même temps en proie. On ne peut pas tout aborder, mais ce que tu décris aussi, c'est aussi une scolarité très douloureuse, marquée par l'antisémitisme. Enfin, donc, il grandit dans ce climat très douloureux. Et finalement, il se réfugie dans son imaginaire intérieur. Il invente un pays que
peut-être tu peux nous présenter la Zintari. Il invente un pays imaginaire qui s'appelle la Zintari. En fait, la Zintari, elle revient dans beaucoup de mes livres. Il s'avère que voilà, quand j'étais enfant, quand j'avais 9 ans, j'ai inventé un pays imaginaire qui s'appelait la Zintari, que j'ai situé en forêt noire. Et puis ensuite, je l'ai découpé et j'en ai fait en fait un archipel. Un archipel que j'ai situé ensuite dans la Baltique. Donc elle est passée de la forêt noire à la mer Baltique. Et si vous m'aviez demandé à l'époque, donc en gros entre 9 et 16 ans, qui j'étais, je vous aurais dit que j'étais zintarien. Et si vous étiez allé voir mes parents et vous leur demandiez mais qu'est-ce qu'il est dans la vie, et il vous aurait dit bah, il est zintarien. Donc il passe son temps en Zintari. Et c'est vrai que j'ai passé toute ma vie en Zintari. J'étais complètement absorbé par ce pays. J'organisais les élections, toutes les élections municipales, cantonales, présidentielles de la Zintari. Je dessinais les blasons de la Zintari. Je passais beaucoup de temps à dessiner toutes les cartes. J'ai dessiné les cartes de la Zintari au 1 millionième, ou 1 200 millième, ou 1 100 millième, ou 1 50 millième, ou 1 25 millième. J'ai conservé tout ça. Il y avait les équipes de foot de la Zintari avec les 11 joueurs et les 11 remplaçants. C'était véritablement un monde. Et moi, j'étais plongé dans ce monde. Je faisais vivre ce monde-là. Je pense que si je n'avais pas inventé ce pays, je ne serais jamais devenu écrivain. C'est vraiment. J'en parle dans un livre précédent, un essai qui s'appelle L'archipel de l'écriture. Et de façon assez naturelle, quand je me suis mis à écrire, tout s'est passé en Zintari. Donc quand j'ai commencé à 9 ans, j'ai commencé à écrire des bandes dessinées, des romans policiers, c'est passé en Zintari. Et puis quand j'ai voulu écrire un roman un peu sérieux, j'avais 13 ans, je me suis pris pour Émile Zola. Et je venais de lire Germinal, ça m'a monté à la tête. Et j'ai commencé à raconter un roman naturaliste qui se passait en Zintari, dans une petite. En plus, la Zintari, c'est un peu compliqué parce que c'est un pays avec une guerre civile qui dure depuis longtemps. Et donc, avec la guerre civile et tout. Et en fait, plus tard, après avoir terminé mes études, à l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé, comme beaucoup de jeunes, à vouloir écrire mon premier roman, mon premier vrai roman, pas inachevé, pas un exercice d'enfance et tout ça. Le roman, vous savez qu'on envoie à des éditeurs. Et j'ai fait un roman zintarien, et donc ça s'appelait Un archipel de la Baltique. Et puis je suis pas arrivé à le publier, et j'ai compris qu'il fallait que je le découpe et que ça allait devenir un archipel au sens métaphorique, puisque ce serait dans plusieurs livres en fait. Il y aurait des morceaux de Zintari. Et donc maintenant, c'est devenu une sorte de contrainte oulipienne que je me suis fixée. Il faut absolument qu'il y ait la Zintari dans mes livres. Alors, avec La ligne des glaces, c'était assez facile parce que je partais d'une certaine manière à la recherche de la Zintari. Avec Sur la route du Danube, c'était assez facile aussi parce que d'une certaine manière aussi, je partais à la recherche d'une Zintari. C'était pas exactement la même Zintari. Dans La ligne des glaces, je partais à la recherche vraiment de la Zintari de la Baltique. Sur la route du Danube, je partais à la recherche de la Zintari originelle, celle de Forêt Noire. Et ensuite, ça s'est corsé parce qu'il y a eu Sabre. Et Sabre, on partait à la recherche d'un sabre. Donc, a priori, pas grand rapport avec la Zintari. Mais bon, voilà, j'ai imaginé que ce sabre avait peut-être appartenu à quelqu'un qui avait voulu devenir roi de la Zintari. Donc, on est reparti vers la Zintari. Et dans les Méditerranéennes, c'était très compliqué parce que ça se passait à Constantine. Et alors, véritablement, il n'y avait pas beaucoup de rapport avec la Zintari. Mais je suis arrivé à caser la Zintari. Et là, on était au bord du Rhône. Je me suis dit, comment je fais pour caser la Zintari? Ça va être compliqué. Et puis, en fait, cette fois-ci, j'y suis venu de la manière la plus simple. En fait, j'ai raconté l'enfant qui invente la Zintari. En fait, je me suis dit, Samuel, il va inventer lui aussi un pays imaginaire. Et ce pays imaginaire, ça va être la Zintari. Ça va le permettre de se réfugier d'une certaine manière. Et puis, ça crée un peu un roman dans le roman qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est la fiction, puisque on comprend que Samuel il vit un peu dans un monde imaginaire, ce qui fait qu'il a des idées un peu bizarres. Et voilà, je ne veux pas vous en dire plus, parce que sinon, encore une fois, je vais spoiler le roman, mais à force de vivre en Zintari, ça lui monte à la tête, et il pense qu'il est capable de tout révolutionner, enfin, en tout cas, de mener une sorte de révolte.
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Voilà, si vous avez des questions sur la dentarie ou sur le nucléaire ou sur le Rhône ou sur la littérature, vous êtes les bienvenus. Samuel a une question, je crois. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, j'ai une question. En fait, quand je vous ai écouté parler de la fois où vous étiez dans votre sous-sol en train d'écrire, moi, ça m'a fait penser au Carnet du sous-sol de Dostoïevski. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage. C'est quelqu'un qui passe son temps à chier sur les gens. Et je me disais, est-ce que vous êtes allé au bout de votre révolte? Et sinon, qu'est-ce qui vous en a empêché? Non, je ne suis pas allé au bout de ma révolte. La révolte, elle continue. Le livre, il commence par une phrase qui est... c'est la colère qui guide ma plume. C'est la colère qui guide ma plume. Donc, il y a beaucoup de colère dans ce livre. Et oui, j'ai pensé aussi au Carnet du sous-sol, parce que c'est un livre que je l'ai lu en russe il y a très longtemps, quand je faisais des études de russe. Ça m'a beaucoup marqué. Et je crois que c'est un livre très important, parce que c'est un livre, même si je ne suis pas très dostoïevskien, j'aime beaucoup ce livre-ci, parce qu'en fait, ce qui est important avec le Carnet du sous-sol, c'est que d'une certaine manière, il invente une forme de littérature. Il invente une forme de littérature qui va être la littérature en fait que va reprendre quelqu'un comme Kafka. En fait, Kafka, il est fasciné par les Carnets du sous-sol. En réalité, il est fasciné par Dostoïevski et Le Terrier. Alors, en revanche, après j'ai lu Le Terrier. Je crois que le livre il a plus des rapports avec Le Terrier de Kafka, puisque on est aussi on a Samuel, donc le Samuel d'une cinquantaine d'années en 2036 dans sa cave. Il est un peu comme le personnage du Terrier de Kafka, c'est-à-dire qu'il cherche une issue en fait. À force de creuser, en fait, d'une certaine manière, il cherche une issue. Il la recherche dans son enfance, mais il n'est pas sûr de la trouver dans son enfance. Alors on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de psychanalyse en réalité dans ce livre, et j'ai pas très bien compris au début, et j'ai réalisé quand même que c'est un livre que j'ai écrit après avoir fait une psychanalyse, donc ça a peut-être quand même je pense que si j'avais pas fait de psychanalyse, je n'aurais jamais écrit ce livre. Il y a des soubassements en fait dans ce livre qui font que d'une certaine manière j'ai pu m'affronter à des choses auxquelles je voulais pas trop m'affronter jusque-là. Notamment le rapport au père, en fait. Et on revient forcément à Kafka avec le rapport au père, puisqu'en fait, voilà, moi j'ai eu ce père qui était un travailleur du nucléaire et qui m'a toujours expliqué que le nucléaire c'était génial et qu'on n'aurait jamais dû fermer Superphénix et qui est un vrai boomer. Mon père, c'est un véritable boomer, c'est-à-dire qu'il habite à Lyon, il trouve que le maire de Lyon est un connard parce que c'est un écologiste, il a toujours pensé que les écologistes, il y avait quand même un slogan quand j'étais gamin, c'était « Pendons les écologistes tant qu'il y aura des arbres ». C'était quand même ça qui est écrit sur les murs. Je crois pas que je ne l'ai pas mis dans le livre, j'aurais dû le mettre. Et ça montre quand même à quel point on avait la haine des écologistes. Quand Superphénix a été fermé, alors pour la petite, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la bataille de Malville, c'est quand même important. Je dis deux mots sur la bataille de Malville. Ouais. 31 juillet 1977, 1 million de personnes qui se réunissent pour lutter contre la construction de Malville. Première ZAD de France, première ZAD d'Europe, des gens qui viennent de toute l'Europe, surtout d'Allemagne. Et puis un mort, en fait, Vital Michalon, qui va être tué par un tir de grenade offensive, dans les mêmes circonstances que Rémi Fraisse. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ça dit quand même la violence aussi du nucléaire. Et surtout aussi, moi j'ai vécu dans un milieu tellement pro-nucléaire que cette bataille de Malville, je n'en ai pas entendu parler pendant toute mon enfance et pendant toute mon adolescence. C'est en écrivant ce livre que je l'ai découvert. Donc j'ai aussi découvert un peu les cadavres qui étaient cachés un peu dans le placard de l'enfance, qui étaient cachés dans le placard de cette région dans laquelle on ne parlait pas de ces choses-là. Et donc oui, il y a une stèle, pardon, je reviens à mon ton, c'est qu'il y a une stèle qui commémore la mort de Vital Michalon, qui est une mort terrible, parce qu'en fait, ses poumons se sont noyés de sang, en fait, parce qu'il a ouvert la bouche au moment où éclatait cette grenade offensive. C'est une agonie affreuse. Et quand Dominique Voynet a fermé la centrale de Superphénix,
les travailleurs du nucléaire ont fait une autre stèle dans laquelle ils ont écrit CJ, Superphénix, tué par l'État et par Madame Voynet. Donc ils se comparaient en fait, ils comparaient leur sort en fait à celui qui avait été le sort de Vital Michelon en disant, je ne sais plus, 3000 et quelques emplois massacrés par cette décision. Et oui, moi j'écris souvent des livres un peu pour briser quelques tabous. Ça c'est le côté très kafkaïen, hein. C'est la hache qu'on brandit pour briser la mer gelée en soi. Je crois que j'ai toujours fait ça. J'écris des livres parce qu'il y a quelque chose qui me fait chier en fait, pour parler très clairement. Et donc ça a été parfois la guerre d'Algérie, parce que je viens de cette famille qui vient d'Algérie, que mon grand-père s'est suicidé pendant la guerre d'Algérie. Là c'est le nucléaire, mais ça peut être par exemple le rapport à l'Europe. Quand j'écris sur la route du Danube, j'étais scandalisé par le non-accueil qui a été fait aux migrants au moment de la crise migratoire, et le refus complet en fait d'ouvrir les frontières de l'Europe alors que c'était la guerre en Syrie, alors qu'on le fait quelques années plus tard pour les Ukrainiens. La preuve qu'on ne considère pas un Ukrainien comme on considère un Syrien, et donc les êtres humains ne sont pas les mêmes pour nous autres Français occidentaux. Il y a une question. Moi, j'ai été frappée à vous entendre. J'avais presque l'impression que vous faisiez vous mettiez en parallèle la violence de la nature et la violence du nucléaire. Mais peut-être me suis-je trompée. J'ai eu cette impression-là et je me suis demandé où vous vouliez en venir. Non, il n'y a pas de parallèle entre les deux violences. Non, du tout. Non. Non, après, non, je sais pas, non, enfin, non, il n'y a pas eu du tout de. Après, c'est un livre dans lequel il y a des formes de violence, donc, mais la violence de la nature, elle est. Parce que vous parlez beaucoup de la violence du fleuve, de la Loire, du Rhône, ce qui n'est pas un sujet si fréquent, je trouve. Et voilà, j'ai été un peu étonnée. Je me mettais ça. Quand on vit avec un fleuve, on est habitué à sa violence et on doit l'accepter. Moi, j'ai habité au bord de la Loire. La cave était inondée régulièrement. On vit avec ça. Je suis très sceptique, en revanche, sur les gens qui voudraient. Vous savez, il y a des mouvements où on voudrait notamment donner à des éléments de la nature, justement comme le fleuve, comme la Loire, une personnalité juridique. Et c'est quelque chose que je trouve à la fois très intéressant et en même temps qui me questionne beaucoup, parce que si on donne personnalité juridique à un fleuve, on pourra lui intenter des procès quand il vous fait des petits caprices. Donc on pourra défendre ce fleuve contre une centrale nucléaire qui l'exploite, sauf que, comme on sait bien en France, le nucléaire étant hors la loi, c'est-à-dire qu'il n'est jamais, il est toujours, tout ce qui se passe dans les centrales nucléaires reste dans les centrales nucléaires et vous ne le savez jamais. Sauf si vous êtes abonné en fait à la surveillance des centrales nucléaires, ce qui est mon cas, où vous apprenez qu'il y a des incidents tous les jours dans toutes les centrales nucléaires de France, petits incidents jusqu'au gros incident qui sera un accident. Mais donc ça, j'aimerais bien qu'on donne d'une certaine manière une personnalité juridique au fleuve pour qu'il puisse, d'une certaine manière, pour que des êtres humains puissent défendre les fleuves contre toutes les avanies que nous leur faisons, nous, les êtres humains. En revanche, il faut faire attention avec ça, parce que peut-être qu'à force de toujours vouloir rentrer dans les juridictions, dans le judiciaire, le risque est qu'un jour des gens demandent des réparations à un fleuve, et donc à un collectif d'êtres humains qui se seraient assemblés pour défendre le fleuve. C'est des choses qui sont assez compliquées. En réalité, la violence de la nature, elle existe.
mais on ne sait pas forcément comment réagir face à elle. On s'accuse souvent nous-mêmes en disant bah oui, parce qu'on a fait ci, on a fait ça, et c'est de notre faute, ce qui est assez logique, et parfois c'est vrai, puis parfois c'est pas vrai en fait, et on ne sait pas trop quelles en sont les raisons en fait. Et j'ai une autre question, mais puis plus personnelle. Je me demande jusqu'à quel âge votre père vous a très peu parlé de ce qu'était une centrale. Parce que ça m'a frappé ça. C'est ce qu'il racontait dans le livre, là, par Samuel, qu'il n'est pas au courant de ce que fait son père dans cette centrale, et du coup, c'est le lieu de tous ses fantasmes. Donc voilà, je me demandais... Vous savez, il y a une blague qui circule sur les agents EDF, que je mets dans le livre à un moment donné. Quand un agent EDF tombe par terre, quelle est la première chose qu'il faut faire ? Il faut lui enlever les mains des poches. Donc ça, c'était la blague qui circulait. Et moi, quand je demande à mon père ce qu'il faisait dans cette centrale, je lui ai même demandé avant d'écrire le livre, je n'obtiens pas grand-chose. J'obtiens vraiment pas grand-chose. Si j'ai bien compris, il était agent radioprotection, donc en fait son métier consistait à quand les gens qui allaient prendre des doses, c'est-à-dire ceux qui allaient dans le réacteur, donc sortaient du réacteur après avoir pris leur dose, en fait il regardait, il avait un beeper et il regardait et il vérifiait combien de millisieverts ils avaient pris en fait. Je pense que c'était essentiellement ça qu'il faisait. Ça me paraît dingue de me dire qu'il faisait ça toute la journée. Donc je me dis qu'il y avait forcément un peu autre chose. Mais peut-être que c'était ça toute la journée, je ne sais pas. C'est assez mystérieux. Il ne m'en a pas beaucoup parlé. Il n'a pas voulu beaucoup m'en parler. Quand vous parlez avec les gens du nucléaire, ils vous parlent rarement de leur travail. Par contre, ils ont toujours un discours sur le nucléaire à vous servir. Ça vous y avez toujours droit. J'ai eu le droit il y a 2 jours au Mans, avec quelqu'un qui est venu me voir en me disant que je faisais de la diffamation, que ceci, que cela, que le nucléaire c'était la grande chance de la France. Vous savez, il y a un mythe autour du nucléaire qui fait que ça obscurcit tout, et en réalité on a beaucoup de mal à savoir ce que réellement font les gens. Après il y a eu il y a eu notamment le livre quand même d'Elisabeth Fillol qui s'appelle La Centrale, et le film Le Grand Central de Rebecca Zlotowski qui a été tiré de ce livre, qui m'ont permis moi de mettre des images là-dessus. Parce que même si j'ai visité cette centrale, et donc j'ai vu mon père au travail pendant quelques heures au moment où je l'ai visité, ça ne me permettait pas d'avoir véritablement une appréhension de quel était son travail. Mais aussi je pense que tous les métiers techniques, tous les métiers de techniciens sont parfois peut-être difficile à appréhender pour nous autres qui ne faisons pas ce genre de métier. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter là pour la rencontre. Mais merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Sébastien. D'avoir été là parmi nous ce soir. Et peut-être avant de profiter d'un petit verre de cidre ensemble, juste pour vous rappeler que cette rencontre est donc co-organisée par Réseau et Zone Critique. Et donc Réseau, c'est un centre où vous avez beaucoup de rencontres qui sont organisées, à la fois avec des écrivains, mais aussi avec des figures du monde de la thérapie, de la philosophie. Je crois qu'il y a Marie-Pierre Dillenseger qui arrive très bientôt dans Réseau. Voilà, donc chaque mois on organise des rencontres, et c'est toujours des moments très, très vivants, très agréables. Et Zone Critique, c'est un média qui publie tous les jours des textes de critique, de création en fait, sur la littérature contemporaine. C'est vraiment le média de référence sur la création et critique littéraire aujourd'hui. Et donc voilà, on suit le travail d'Emmanuel avec grande attention, mais vous pouvez retrouver des textes de fiction, des textes critiques tous les jours sur ce site. Et aujourd'hui, on peut vous présenter à la fois notre site, notre revue papier, et la petite collection qu'on publie, la collection Vrille, des textes très courts à emporter dans votre poche de manteau ou de pantalon, où vous soyez. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci. Merci.